Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la présentation des résultats semestriels du groupe Euraseo. Je laisse à présent la parole à Virginie Morgon, présidente du directoire, et monsieur Philippe Audouin, directeur général finance. Madame, monsieur, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce matin pour la présentation des résultats semestriels du groupe Euraseo. Je suis accompagnée de Philippe Audouin, directeur général finance du groupe, pour commenter ces résultats. Le premier semestre 2020 témoigne de la force et de la pertinence de la stratégie d'Euraseo. Notre groupe a joué pleinement son rôle de stabilisateur et d'accélérateur. Pour stabiliser notre cours de bourse à un premier palier dans un contexte très volatile. Stabiliser nos ressources pour faire face à une crise dont la durée est incertaine. Stabiliser enfin nos sociétés de portefeuille à travers un soutien humain, opérationnel et financier quasi quotidien. Pour accélérer ensuite, accélérer le pivot digital dans nos sociétés, accélérer la reprise dans les sociétés accueillant du public dès la fin du confinement en Europe, accélérer la croissance des sociétés qui avaient des projets d'expansion ou de croissance externe, comme les crèches ou les hôtels, et enfin accélérer la reprise de nos levées de fonds. C'est le message que nous souhaitons vous transmettre ce matin. Notre groupe a été réactif et puissant pour limiter les impacts au cœur de la crise. Il est aussi pertinent et agile pour saisir les opportunités de la reprise. Vous voyez ici l'illustration de la puissance stabilisatrice du modèle diversifié d'Euraseo. Nos actifs sous gestion sont stables. Nos actifs sous gestion pour compte de tiers sont en croissance de 4% sur le premier semestre. Notre actif net réévalué est à la fois résilient et prudent. Les bons résultats de levée de fonds dans un marché incertain au cours des 6 derniers mois confirment également la dynamique de notre activité de gestion d'actifs. C'est un modèle, vous le savez, qui bénéficie à plein de la diversification que nous avons mise en œuvre depuis plusieurs années. Stabilité de la valeur d'Euraseo Patrimoine, d'Euraseo Brands et de toute la gestion d'actifs dans l'actif net réévalué depuis le 31 décembre 2019. Impact plus important pour Euraseo Capital et pour Euraseo PME, mais dont la grande majorité des actifs, hors ceux exposés au voyage et au tourisme, vont bien ou connaissent des signes très positifs de reprise. Une excellente dynamique pour Euraseo Growth qui connaît une croissance sur le début de l'année de plus 11%, qui démontre la pertinence de notre stratégie d'investissement dans les sociétés technologiques. Ça, c'est la diversification qui joue à plein et qui a permis de contenir l'impact de la crise sur notre portefeuille. C'est aussi un modèle qui nous a dérisqués. 90% de notre actif net réévalué est stabilisé au 30 juin et en accélération sur le deuxième semestre, en valeur bien sûr. 65 millions d'euros seulement ont été réinvestis pour apporter de la liquidité et des garanties à 4 de nos sociétés. C'est donc un modèle qui bénéficie des synergies entre l'investissement en fonds propres et l'activité de gestion d'actifs, qui a été en forte progression sur ce semestre, plus 18%. Voici les fondations de ce modèle. Une identité private equity, 71% de nos actifs sous gestion, dont la grande majorité du bilan d'Euraseo, sont aujourd'hui investis en direct dans les métiers à plus forte valeur ajoutée qui génèrent le plus de rendement et des commissions de gestion de l'ordre de 2%. Des revenus qui sont prévisibles. 2/3 des actifs du groupe Euraseo sont aujourd'hui gérés pour le compte d'investisseurs partenaires avec l'assurance de revenus récurrents sur longue période. Enfin, une plateforme intégrée où chacune de nos divisions bénéficie des ressources financières et humaines du groupe Euraseo. Dans une période d'incertitude, ce modèle est un atout différenciant. C'est de la protection d'abord pour nos actionnaires qui ont vu pendant la crise l'énorme avantage d'investir dans un groupe dont aucun actif ne représente plus de 10% de notre actif net réévalué. C'est aussi des synergies, de l'expertise pour les entrepreneurs et les dirigeants qui bénéficient de l'apport d'un écosystème de 430 entreprises. Enfin, un grand potentiel de croissance à l'international pour chacune de nos sociétés à travers un réseau d'affaires sur 3 continents et plusieurs dizaines de pays. Ce modèle diversifié, dérisqué et aussi de plus en plus prévisible, c'est le résultat de la croissance très soutenue de notre activité de gestion pour compte de tiers.
Dans ce monde chahuté et incertain, nous pouvons compter sur des engagements fermes sur 6 à 10 ans de la part de nos partenaires, ce qui nous donne des ressources longues en lien avec notre horizon d'investissement. Nous avons un niveau élevé de fees moyen, c'est 1,4% de taux de commission, grâce à notre dominante private equity à très forte valeur ajoutée. Les management fees récurrents sont en hausse de près de 25% sur les 4 dernières années et encore en hausse de 18% sur le premier semestre. Stabilisateur au niveau du groupe, mais aussi stabilisateur au niveau de nos sociétés de portefeuille, d'abord et avant tout sur les sujets de liquidité. L'immense majorité des sociétés de notre portefeuille est entrée dans le confinement avec des ressources adéquates et une bonne capitalisation. C'est le résultat d'une politique d'acquisition toujours prudente, vous le savez. Nous l'illustrons ici avec des niveaux de levier qui étaient à la fin 2019 nettement inférieurs à la moyenne des LBO européens et américains. Le résultat, le groupe n'a dû soutenir qu'un nombre limité de sociétés et l'ensemble de l'aide que nous pensons devoir apporter, y compris ce qui a déjà été réalisé au premier semestre, devrait se situer autour de 1 à 2% de notre actif net réévalué d'ici la fin de l'année. Un mot particulier sur WorldStrides. WorldStrides est un des leaders mondiaux de l'organisation de voyages étudiants, très impacté bien sûr par l'arrêt du tourisme. Depuis le déclenchement du confinement, nous nous sommes mobilisés autour de 2 axes. D'abord et avant tout, la préservation de la brand equity de WorldStrides, en assurant le rapatriement, bien sûr, en toute sécurité de l'ensemble des étudiants, mais aussi en remboursant dans les meilleures conditions les familles. Le deuxième axe est la conduite d'une procédure de conciliation avec les créanciers qui doit conduire à un réinvestissement limité de 50 millions de dollars par Eurazeo. Nous avons donc joué pleinement notre rôle d'actionnaire actif, responsable de long terme, avec la conviction que la société surmontera cette période et qu'elle sera, grâce à nous, l'une des rares de son secteur à sortir encore plus forte de la crise et donc à conforter son potentiel de création de valeur future, avec en particulier de la croissance externe accélérée. La même prudence et le même effet stabilisateur ont joué à plein pour notre activité de dette privée. Les 160 sociétés portées par notre division de dette privée ont été bien financées, elles aussi, grâce à des niveaux de levier moyens inférieurs à la moyenne du secteur européen. Eurazeo investit en dette dans des entreprises saines, leaders sur leur marché et avec des historiques de très forte rentabilité. Cette approche conduite par une équipe stable et expérimentée explique le très faible taux de défaut historique de cette activité. C'est un atout évidemment différenciant dans le contexte de reprise. Au cours de la crise, notre portefeuille de dette privée n'a d'ailleurs connu ni défaut ni accident de liquidité. Au-delà du soutien financier, c'est bien sûr un accompagnement quotidien, très proche de chacune de nos équipes dirigeantes, pour les aider à traverser cette période de crise. Un soutien direct de nos équipes internes sur les sujets RH, contrôle financier, financement ou encore cybersécurité. Un soutien beaucoup plus large à travers la mise en place d'une plateforme digitale commune à tous les managers de nos sociétés pour partager les bonnes pratiques et les compétences, cette plateforme qui a été très utile à certaines de nos sociétés, accueillant notamment du public au moment de la réouverture. Le dernier pilier de l'effet stabilisateur et accélérateur du modèle d'Eurazeo, c'est notre leadership ESG. J'ai la conviction que l'expérience et la performance acquises depuis maintenant plus de 15 ans dans ce domaine nous ont aussi protégés. Des prises de décision rapides, efficaces, concertées dans l'ensemble du portefeuille grâce à une gouvernance aux meilleurs standards. Un accompagnement responsable des sociétés pour faire face aux conséquences sociales de la crise. Une attention soutenue aux chaînes d'approvisionnement et aux bassins de sous-traitance. Voilà quelques exemples des effets extrêmement positifs, stabilisateurs de notre politique ESG démarrée il y a plus de 10 ans. L'ESG, ma conviction, c'est un formidable levier de création de valeur dans une période de croissance. J'y reviendrai d'ailleurs en conclusion. Elle a également été une des réponses essentielles à cette période de turbulence que nous avons connue. Je laisse
maintenant la parole à Philippe Audouin pour commenter dans plus de détails les résultats financiers du semestre et je conclurai avec bien sûr les perspectives pour Eurazeo pour les mois à venir. Merci Virginie. Je vais vous présenter les résultats de notre activité au cours de ce premier semestre. Commençons par les chiffres clés. Comme attendu, notre activité de gestion d'actifs a démontré sa résilience. Les actifs gérés pour compte de tiers sont en effet en hausse de 4%, grâce à des levées de fonds d'un montant proche de celui du premier semestre 2019 qui était déjà élevé, vous vous en souvenez, car il incluait la levée d'Eurazeo Capital 4. Les management fees sont en hausse de 18%. L'actif net réévalué par action ressort à 70,7 € en baisse limitée de 12%. Notre portefeuille se montre résilient, environ 90% de l'actif net réévalué est globalement stable en valeur sur le semestre. La catégorie voyages et loisirs, quant à elle, qui représente 10% du portefeuille, a été très impactée. Nous avons établi cet ANR avec rigueur dans la méthode, rigueur dans l'analyse que nous faisons des perspectives des sociétés, ce qui me conduit à penser que nous présentons aujourd'hui un ANR raisonnablement prudent. Enfin, le résultat net part du groupe s'établit à moins 390 millions d'euros, dont 80% s'explique par l'impact de la crise sanitaire sur le segment des voyages, notamment WorldStrike dont Virginie a parlé et Europcar. Et comme nous le verrons tout à l'heure, nous conservons une structure financière très solide. Pour mieux analyser notre portefeuille, nous avions communiqué au premier trimestre une répartition de nos actifs en 4 catégories en fonction de l'impact du confinement sur leur activité et sur leur actif net réévalué. La première catégorie regroupe des sociétés résilientes, s'appuyant sur un modèle qui génère des revenus récurrents et qui n'est pas, ou très modérément, exposé aux conséquences de l'épidémie. Nous retrouvons au sein de cette catégorie des sociétés défensives dans des secteurs comme la santé, la technologie, ainsi que notre portefeuille grosse. L'essentiel de l'activité de gestion pour compte de tiers complète cette première catégorie. La deuxième catégorie regroupe des sociétés qui n'ont été impactées qu'indirectement et de manière conjoncturelle par les conséquences du confinement. La troisième catégorie concerne des entreprises ayant été impactées directement par les mesures du confinement, notamment celles liées au secteur de la consommation ou de l'accueil au public, mais pour lesquelles nous anticipions une reprise rapide. Enfin, la quatrième et dernière catégorie concerne les sociétés dont l'activité est liée à l'industrie des voyages et des loisirs, secteur qui a été fortement impacté par la pandémie et dont la reprise d'activité devrait être plus lente. Vous voyez maintenant à l'écran la variation mensuelle de chiffre d'affaires économique par catégorie. La très bonne résilience de la catégorie 1 se confirme, comme attendu, et ce, sans même prendre en compte les chiffres des sociétés d'Eurazeo grosses, qui ont connu une croissance de plus de 60% sur le premier semestre. Ils ne sont pas inclus dans ces chiffres, car elles ne sont pas consolidées. La catégorie 2, assez résiliente, avec une baisse limitée. La catégorie 3, plus affectée en mars-avril du fait du confinement. Mais ces deux catégories ont vu une réelle reprise de leur activité à partir de mai et surtout de juin. Ces trois catégories, qui encore une fois représentent près de 90% de notre actif net réévalué, ont retrouvé en juin leur niveau d'activité d'avant-crise. La catégorie 4 est la plus affectée par l'arrêt des voyages et des touristes. Elle représente des situations très différentes selon les actifs. Concernant WorldStrike, Virginie vous en a parlé, un plan de refinancement et de recapitalisation signé récemment est en attente de validation par les autorités américaines. Ce plan permettra à la société de profiter de la reprise à la fin de la crise dans un environnement concurrentiel éclairci. Planet est très affecté sur son activité de détaxe de TVA et dans une moindre mesure sur la conversion dynamique de change. Sa situation de trésorerie saine lui a permis de saisir une opportunité d'acquisition stratégique en mai, j'y reviendrai. Enfin, Grep Hospitality, dans les hôtels milieu de gamme, a été impacté par le confinement, mais nous observons des signes positifs de reprise, avec un taux d'occupation remonté à plus de 50% sur les 80% d'hôtels qui a réouvert. Enfin, Europcar a publié ses comptes hier, je n'y reviens pas. Cette résilience du portefeuille se retrouve aussi dans l'EBITDA.
les sociétés des 3 premières catégories réalisent une croissance globale de leur EBITDA économique de 5% sur le semestre. Passons maintenant aux éléments du compte de résultat. Peu de cessions ont eu lieu au cours du semestre. Les produits proviennent donc pour l'essentiel de la variation en juste valeur par résultat des sociétés d'Eurazeo grosses qui ont connu, comme nous l'avons vu, une très belle progression au cours de ce semestre. Le niveau des dépréciations élevé est principalement impacté par WorldStride, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'impact total de WorldStride au niveau du résultat net et en part du groupe se monte à 163 millions d'euros. Les dépenses, les OPEX, sont en baisse du fait d'une politique d'économie volontariste et d'une baisse des frais de transaction. Notre activité d'asset management poursuit quant à elle sa croissance. Les management fees sont en hausse de 18% sous l'effet des levées de fonds réalisées en 2019 et des build-up d'IM Global. Dans le même temps, les coûts sont maîtrisés. Ils progressent de 10% du fait principalement de l'effet année pleine des recrutements réalisés en 2019 pour accompagner le développement de l'ensemble de nos activités, diminuer les économies mises en œuvre au cours de ce semestre. Les fee related earnings sont en hausse de 56%. Elles profitent d'un effet de base ponctuellement très favorable sur le premier semestre. Au global, notre résultat net sur le semestre se monte donc à moins 390 millions d'euros. Il reflète pour une large part les ajustements de valeur comptabilisés sur un nombre limité d'actifs au cours du premier semestre. Dans la période actuelle, nous conservons une forte position financière qui prend ici une importance toute particulière. Notre trésorerie se monte à 587 millions d'euros après tirage de 400 millions d'euros sur la ligne de crédit syndiquée d'un montant total de 1,5 milliard et que nous avons renouvelé en décembre dernier pour 5 ans et potentiellement 7 ans compte tenu des 2 options de prolongation que nous avons. Le dry powder, c'est-à-dire les engagements non tirés de nos partenaires investisseurs, se monte à 4 milliards d'euros. Au total, c'est donc un montant de 5,7 milliards d'euros de ressources disponibles dont nous disposons pour traverser la crise et pour saisir des opportunités. Au total, nos actifs sous gestion sont pratiquement stables sur la période à 18,5 milliards d'euros. Ils bénéficient principalement des très belles levées de fonds qui ont été faites sur ce semestre. Les actifs gérés pour compte de tiers sont en effet en hausse de 4% sur le semestre. Les levées de fonds, quant à elles, se montaient à 1,1 milliard d'euros. En dépit des incertitudes des marchés, nous ne sommes pas restés inactifs pendant ces 6 mois. Nous avons réalisé beaucoup d'investissements en growth et en venture pour près de 400 millions d'euros, avec notamment des tours de table dans Back Market ou Content Square par exemple. Nous avons investi 18 millions d'euros à fin juin pour soutenir nos sociétés de portefeuille, auxquelles s'ajoute le soutien apporté à WorldStride pour 50 millions de dollars. Au total, et comme Virginie vous le rappelait, nous pensons que l'ensemble du soutien à nos sociétés devrait représenter un montant limité, autour de 2% de notre ANR, car la majorité de nos sociétés a abordé la crise avec une situation financière saine. Nous avons par ailleurs investi 88 millions d'euros dans nos General Partners avec l'acquisition de 10% supplémentaires d'Idinvest que nous avions annoncé au premier trimestre et notre participation à des build-up supplémentaires d'IM Global Partners. Post-clôture, nous avons annoncé plusieurs investissements qui montrent une reprise de l'activité M&A, Thought Machine pour Eurazeo Growth ou EasyVista pour Eurazeo PME. Il est possible que d'autres annonces viennent dans les semaines à venir. Enfin, le fonds Eurazeo China Acceleration Fund a réalisé son premier investissement fin juillet en investissant aux côtés d'Eurazeo dans DORC. Cette opération devrait permettre à DORC d'accélérer son développement en Chine grâce à notre partenariat avec le CIC. En complément des investissements que nous avons réalisés en direct et dont nous venons de parler, nous avons également saisi des opportunités de build-up pour nos sociétés. Le groupe a ainsi réalisé pas moins de 15 build-up au premier semestre. 2 exemples. Planète, résolument ancrée dans le monde des fintech, a profité d'une situation financière saine
pour saisir une opportunité de consolidation en investissant dans 3C, qui gère le processing des paiements pour les points de vente online et offline et complète idéalement l'offre de Planet. Vous avez tous, j'imagine, en tête la récente IPO de Shift4, une société proche de l'activité de 3C, qui a fait une introduction en bourse remarquée aux États-Unis récemment. Deuxième exemple, Reden Solar poursuit sa stratégie sur deux jambes, avec d'une part son développement organique, notamment en France à travers les appels d'offres de la CRE, et d'autre part une croissance externe dynamique en Europe et en Amérique latine, principalement appuyée sur des contrats de vente d'électricité à long terme à prix fixe. Cette stratégie permet au groupe de confirmer sa solide performance financière au cours du premier semestre. Un mot sur l'actif net réévalué pour terminer. Au global, la valeur de nos actifs est stable sur les catégories 1 à 3, soit 90% de notre ANR total. Je vous rappelle que l'EBITDA économique sur ces trois premières catégories est en hausse de 5% sur le semestre et que les multiples de marché ont paradoxalement augmenté en moyenne sur la période, ce que nous n'avons pas pris totalement en compte dans notre valorisation. Par ailleurs, l'accroissement de 11% de la valeur des actifs d'Eurazeo Growth, qui représente aujourd'hui 16% de l'ANR, se fonde sur les tours de table récents. Ces chiffres sont en ligne avec la réévaluation du secteur tech depuis le début de la pandémie, le Nasdaq étant par exemple en hausse de 14% year-to-date. La baisse d'ANR se concentre ainsi sur la catégorie 4, qui ne représente plus que 10% de notre ANR et dont la valeur a baissé de 56%. WorldStride a été notamment totalement dépréciée et la valeur de Planet a été diminuée de moitié par prudence. L'ANR par action se monte ainsi à 70,7 €, ce qui externalise une décote de 36% à hier soir, un niveau que nous n'avions pas connu depuis près de 10 ans, alors que Eurazeo est devenu plus diversifié, plus résilient, moins volatile et bénéficie de revenus récurrents importants grâce au développement de la gestion pour compte de tiers. Je vous remercie et redonne la parole à Virginie. Merci beaucoup Philippe. Stabilisation au cœur de la crise et accélération de la reprise. Une accélération d'autant plus rapide que les sociétés reposent sur des fondamentaux porteurs dans le monde qui s'ouvre. Le potentiel de reprise et d'accélération résulte de nos décisions stratégiques et nos décisions d'investissement qui ont été prises depuis plusieurs années. C'est évidemment le cas des sociétés technologiques qui composent notre portefeuille et qui représentent dorénavant un quart de nos actifs, AUM ou actifs nets réévalués, entre les sociétés pure tech portées par nos divisions Venture et Growth, mais aussi les actifs d'Eurazeo Capital ou d'Eurazeo PME, qui sont 100% digitaux, comme Planet, Elemica et Trader aux États-Unis, et maintenant EasyVista chez Eurazeo PME. Au cours des dernières années, le groupe Eurazeo s'est construit un des plus beaux track records européens en investissement digital. C'est 4 milliards d'euros investis en tech depuis 20 ans, 17 IPO dont certaines aux États-Unis comme Farfetch, un des plus gros fonds européens de venture avec plus de 20 ans d'expérience, un statut à part de grand financeur de la French Tech avec 27 sociétés du Next 40 financées et accompagnées par Eurazeo. La grande richesse du deal flow, pas moins de 2 investissements ont été annoncés cette semaine, Thought Machine par Eurazeo Growth et Withings par notre activité Venture. J'ai la conviction que le moment est clé, un nombre de licornes multiplié par 8 en 5 ans en Europe, et donc un besoin d'accompagnement plus grand avec des tours de table records en Europe lors des 2 dernières années. La nécessité aussi d'injecter dans ce marché des capitaux européens face aux grands acteurs américains. Il y a de grands entrepreneurs tech en Europe, il doit y avoir de grands investisseurs tech européens et c'est bien notre intention et notre ambition. Notre expérience, notre track record, nos résultats dans ce domaine font d'Eurazeo la mieux placée pour accélérer dans ce secteur et asseoir le leadership européen de l'investissement tech. La meilleure illustration de cette expertise digitale, c'est le portefeuille d'Eurazeo Growth
qui a très bien performé au cours du premier semestre avec une création de valeur moyenne de 11% sur 6 mois et avec des effets d'accélérateur très forts pour certaines de nos sociétés comme Doctolib ou Mano qui ont largement dépassé leurs ambitions initiales. Au-delà de ces chiffres, les sociétés d'Eurazeo grosses vont bien, voire très bien. Elles sont bien capitalisées, elles ont des structures de coûts légères, elles interviennent sur des marchés peu touchés par la crise. Plusieurs d'entre elles ont d'ailleurs réalisé avec succès de nouveaux tours de table, preuve de l'attractivité de ces sociétés auprès des investisseurs. Depuis le début de l'année, le groupe Eurazeo a réinvesti ou investi 200 millions d'euros dans ces sociétés digitales. Les perspectives de création de valeur sont bonnes. Nous sommes très confiants pour les mois à venir. Je voudrais aussi souligner un effet positif de la crise sur l'accélération massive de la transformation digitale de l'économie et de nos sociétés plus classiques ou plus matures, par exemple dans les portefeuilles d'Eurazeo Capital ou d'Eurazeo PME. Toutes nos sociétés, notamment en B2C, ont réussi un pivot digital pendant le confinement. Formidable pivot, accélérateur de croissance, qui leur a permis de stabiliser leurs modèles commerciaux et de compenser les effets de la crise, compenser la fermeture physique immédiate et pour plusieurs mois de leur distribution aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Mais il n'y a pas de hasard. Les chantiers qui avaient été engagés par Eurazeo avant l'épidémie se sont en fait révélés extrêmement payants pendant cette crise de confinement. Je vous donne plusieurs exemples. Digitalisation des canaux de vente pour nos sociétés B2C. Nest et Bandir, par exemple, ont multiplié par 2 ou par 3 leurs ventes en ligne pendant la période de confinement. Linvo, je l'évoquais ce matin sur BFM, qui était une société qui travaillait essentiellement avec des catalogues, eh bien, elle est passée de 25% de son chiffre d'affaires en e-commerce en début de période à plus de 45% aujourd'hui. Vous imaginez le talent de la transformation digitale et des équipes de management qui sont les nôtres pour arriver à cette transformation. 3 mois qui nous ont permis de gagner plusieurs années par rapport à nos ambitions digitales. Un deuxième exemple, la digitalisation des process de vente dans des sociétés B2B. Je prends l'exemple des sociétés dans le secteur de la santé qui ont réussi à substituer les canaux digitaux aux traditionnels visiteurs médicaux. Je prends l'exemple de Dorc chez Capital ou Peters ou Intech chez PME. Elles ont toutes augmenté fortement leur impact client pendant cette période de confinement en changeant radicalement leur mode de communication vers leurs clients. D'autres sociétés, enfin, ont complètement disrupté leur secteur grâce à leurs modèles digitaux, ce sont plutôt les sociétés digital native, en lançant par exemple la téléconsultation aux premières heures du confinement. Doctolib a réussi à atteindre en quelques semaines ses objectifs sur plusieurs années. Ce pivot qui nous a fait gagner beaucoup d'années en quelques mois est fait pour durer. Il va bénéficier d'un investissement massif dans les mois et les années à venir pour lesquels Eurazeo aura clairement un temps d'avance. Transformation digitale, mais aussi transformation des modèles d'affaires. J'ai la conviction que la société civile doit jouer un rôle accru dans la reconfiguration du monde qui s'ouvre et que le private equity va être de plus en plus en première ligne. D'abord parce que nous représentons aujourd'hui 5, voire 10% du PIB en Europe ou aux États-Unis. Parce qu'aussi nous générons en moyenne plus de croissance de nos sociétés, 3 fois supérieure au reste de l'économie, que nous générons beaucoup plus d'emplois. Dans ce contexte, Eurazeo a souvent été pionnière parmi nos pairs sur les sujets de l'ESG, de la gouvernance, de l'inclusion, de la sobriété environnementale que j'ai évoquées tout à l'heure. Nous avions prévu d'accélérer encore cette stratégie pour les années à venir. Nous en sommes encore plus convaincus au cœur de la crise. C'est pourquoi j'ai le plaisir de vous annoncer que le groupe Eurazeo s'engage à 0 émission carbone nette dans 20 ans par le groupe, en appliquant de manière extrêmement professionnelle et disciplinée les trajectoires SBT. Nous annonçons également à la rentrée un renforcement de nos engagements pour plus de bonne gouvernance, plus de parité encore, plus d'équité, et ainsi que d'inclusion généralisée des plus hauts standards ESG dans chacune de nos participations. Voilà nos objectifs. Certains pourraient penser qu'ils passent au second plan pendant cette période.
nous pensons exactement l'inverse. Des bases solides et un fort potentiel de croissance longue, c'est ce qui explique notre dynamique de levée de fonds auprès d'investisseurs tiers. Vous le voyez, c'est un niveau comparable au premier semestre à l'année dernière. 1,1 milliard levé au premier semestre de cette année, alors que l'ensemble du marché des limited partners a été fortement ralenti au niveau mondial. Une dynamique qui est portée par des produits majoritairement private equity, plus rémunérateurs, à plus forte valeur ajoutée. Une traction qui ne fait que commencer, s'agissant par exemple d'Eurazeo Growth, pour lequel nous avons toutes les raisons d'être particulièrement confiants pour l'atteinte de nos objectifs d'ici la fin de l'année. Nous allons donc poursuivre cette dynamique. Pas moins d'une dizaine de fonds seront sur la route au cours des 18 prochains mois. Il est évident que la situation sanitaire du moment nous conduit à anticiper quelques décalages sur l'année, mais j'ai aujourd'hui la conviction que nous allons garder ce momentum, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous avons désormais une équipe de fundraising d'environ 25 personnes, organisée par géographie, dans une logique de transversalité sur nos classes d'actifs, qui permet d'adresser au mieux les besoins de nos clients avec tous les produits de la maison. Ensuite, parce que cette équipe a construit une base d'investisseurs très large, diversifiée, qui va des investisseurs individuels, familiaux, aux fonds souverains, aux fonds de pension, aux assureurs. Et sur chacune de ces catégories, les allocations de private equity sont encore relativement faibles, que nous estimons entre 5 et 15%, et donc le potentiel immense. Enfin, parce que nous avons un très gros potentiel à l'international. Vous le savez, 70% de nos actifs gérés pour des tiers sont des actifs français. Premier commentaire, c'est la profondeur de ce marché qui nous permet, sur les 13 milliards d'actifs gérés pour compte de tiers, d'en gérer 70% pour des investisseurs français, montre la profondeur et j'ai la conviction que nous pouvons faire encore mieux sur notre marché domestique national. Mais quand vous le regardez en dynamique, c'est 55% de nos levées de fonds l'année dernière, en 2019, qui ont été réalisées auprès d'investisseurs internationaux. C'est dire le potentiel que nous avons en termes de développement dans les années à venir. Vous l'avez compris, Eurazeo est à la fois performant, solide et dynamique pour aborder la période de reprise. Dans une période mouvementée, nos actifs sous gestion sont stables. Notre actif net réévalué est à la fois résilient et prudent. Le potentiel de croissance est fort dans chacune de nos divisions grâce à des actifs de qualité, pertinents dans le monde qui s'ouvre. Les signes de reprise, Philippe l'évoquait, sont déjà là. Et les investisseurs partenaires à nos côtés, nous font confiance et nous l'ont encore démontré sur le premier semestre de l'année. Nous avons donc été un facteur stabilisateur pour nos participations au cœur de la crise. Nous sommes aujourd'hui d'ores et déjà tournés vers la reprise de notre dynamique de croissance. Je vous remercie pour votre attention et je suis prête avec Philippe et certains membres du comité exécutif du groupe à répondre à vos questions. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, si vous souhaitez poser une question à l'oral, vous pouvez composer le 01 sur votre clavier téléphonique pour entrer dans la file d'attente de la session questions-réponses. Vous pouvez également entrer vos questions par écrit depuis la plateforme web. Alors, nous avons déjà une première question à l'oral de Monsieur Mourad Lamidi de Exane. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. J'avais une question sur votre méthode de calcul de l'ANR. À votre dernière communication, vous parliez probablement d'un changement de méthode pour aller vers quelque chose de plus prudent. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur comment vous avez calculé l'ANR à fin H1, s'il vous plaît? Merci Mourad pour la question. Alors d'abord, je voudrais dire qu'il n'y a pas de changement de méthode. Nous avons calculé notre ANR dans la parfaite continuité des fois précédentes et principalement on s'inspire de la méthodologie de l'IPEV avec quelques spécificités qui sont rappelées dans le communiqué de presse en annexe 7. Donc Mourad, si vous m'autorisez, je ne vais pas rentrer dans le détail technique de ces travaux.
mais vous pouvez les regarder dans le détail dans l'annexe 7 du communiqué. Et bien sûr, si vous avez des questions, on sera très heureux d'y répondre. D'accord, merci. Mesdames et messieurs, pour rappel, si vous souhaitez poser une question à l'oral, veuillez composer le 01 sur votre clavier téléphonique ou entrez vos questions par écrit sur la plateforme web. Alors, j'ai des questions qui arrivent. Première question, Monsieur Geoffroy Michelet de ODO BHF. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour, j'espère que vous allez bien. Vous avez mentionné le fait que vous aviez 25 personnes dédiées au fundraising. Ma question c'était, ça se compare à combien de personnes il y a un an? Et est-ce que vous estimez que vous avez la plateforme désormais adéquate en termes de fundraising ou est-ce que vous pensez que vous allez continuer à recruter des personnes sur ce métier-là? Je vous remercie. Merci beaucoup Geoffroy pour cette question et oui nous allons bien, merci de l'avoir demandé. Alors l'année dernière, en fait la résultante et la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui une équipe dédiée, importante et qui travaille pour l'ensemble du groupe Euraseo, c'est des développements organiques. Mais il y a encore quelques années, nous avions que 2 ou 3 personnes en réalité qui travaillaient aux côtés des équipes d'investissement, capital et PME par exemple, pour développer nos relations clients et notre activité de gestion pour compte de tiers. L'acquisition d'Idinvest que nous réalisons début 2018 et l'accélération de l'intégration d'Idinvest dans le groupe Euraseo nous permet de travailler aujourd'hui de manière complètement intégrée, avec les grands talents qui sont ceux d'Idinvest développés depuis de nombreuses années et des équipes qui travaillent aujourd'hui pour l'ensemble du groupe. Donc c'est la réunion d'équipes extrêmement talentueuses d'Euraseo mais assez réduites il y a quelques années et de celles très expertes et de longue date d'Idinvest que nous avons complétées sur les derniers mois. Sur votre question, est-ce que j'ai les ressources adéquates? Aujourd'hui, nous avons le souhait de compléter, mais de manière très spécifique et disciplinée pour couvrir encore un peu mieux certaines géographies qui méritent de l'être. J'évoquais tout à l'heure le poids de la France dans le stock d'AUM, mais en même temps le très fort potentiel à l'international. Donc vous nous verrez renforcer dans les mois qui viennent avec quelques recrutements très stratégiques pour couvrir d'autres géographies. Mais je crois qu'il est raisonnable de dire que nous sommes très bien outillés et équipés aujourd'hui pour atteindre nos ambitions et nos objectifs dans les années à venir. J'espère que j'ai été suffisamment complète dans ma réponse. Très clair, je vous remercie. Alors, la prochaine question vient de Pierre Bosset, HSBC. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. J'ai deux questions. La première, c'est dans l'ensemble des 430 sociétés dans lesquelles vous avez investi ou dans lesquelles vous avez de la dette, quel est le montant de PGE auquel vous avez fait appel? C'est la première question. Et la deuxième question sur l'activité de fundraising, vous avez mentionné 10 fonds qui vont être sur la route sur les 18 prochains mois, sans donner un détail par fonds, mais ces campagnes de levée de fonds pourraient lever combien de fonds auprès de vos investisseurs et quelle contribution du bilan d'Euraseo vous envisagez de manière globale? Merci. Bonjour Pierre, je vais démarrer peut-être quand on reste sur le fundraising. Dans la droite ligne de la question qui était posée par Geoffroy. Donc on vous présentait sur l'un des derniers slides de la dernière partie le programme de fundraising. Donc j'ai envie de vous dire plusieurs choses. La première, c'est que si vous vous référiez au programme de fundraising qu'on vous avait présenté dans le passé, on a en réalité très peu de changements et très peu d'impact, quelques décalages. Je crois que nous sommes aujourd'hui plus optimistes sur notre capacité à atteindre ces objectifs que lorsque je vous vois le 12 mars, où on démarre la crise, très peu de visibilité, et nous vous disons, Philippe et moi, il est fort à prévoir un décalage de 6 à 9 mois de nos fundraising. Donc qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Les investisseurs nous ont fait confiance sur le premier semestre, vous l'avez vu, avec 1,1 milliard versus 1,2 milliard l'année dernière.
Deuxièmement, certains programmes, effectivement, ont été décalés de quelques mois, mais d'autres se sont accélérés. Donc, au global, je ne vais pas vous donner la prévision, vous seriez surpris du contraire, Pierre, tu serais surpris du contraire, mais on devrait avoir un programme de levée de fonds sur le deuxième semestre très dynamique et qui nous apportera un complément de ressources significatif. Je crois que l'année 2020 devrait conserver un bon momentum de levée de fonds versus 2019 qui pourtant, souvenez-vous, était une nouvelle année record de fundraising avec 2,4 milliards levés en 2019. Et s'agissant du montant des PGE, nous avons 21 sociétés qui ont bénéficié d'une demande acceptée d'un PGE pour un montant total d'environ 100 millions d'euros. Et peut-être un élément complémentaire, Pierre, pardon, parce que je ne suis pas revenu sur ta question sur l'investissement du bilan. Je vais te donner, par exemple, 2 points de référence sans te donner la vision globale. Eurazeo Growth, qui est une ambition et un objectif pour l'année 2020. Nous avons un objectif de lever un fonds entre 750 millions d'euros à 1 milliard d'euros. Ça, c'est l'enveloppe globale que nous souhaitons lever. Dans ce fonds Eurazeo Growth, alors que jusqu'à présent, vous le savez, nous avions financé à 100% nos investissements en capital croissance sur le bilan d'Eurazeo, dans l'actif net réévalué que vous pourrez regarder dans nos communiqués de presse de ce matin. Eurazeo Growth représente 900 millions d'euros et pour l'essentiel donc le bilan d'Eurazeo. Enfin, l'intégralité, c'est le bilan d'Eurazeo. Dans la perspective d'une nouvelle levée de fonds d'Eurazeo Growth, nous souhaiterions investir jusqu'à 25% du fonds, donc en ordre de grandeur, entre 200 et 250 millions d'euros. Ça, c'est un premier référent que je peux te donner. Peut-être un deuxième référent quand Eurazeo PME d'une autre nature sera sur la route pour Eurazeo PME 4, plutôt en début d'année prochaine. Vous avez vu qu'Eurazeo PME a annoncé une première opération la semaine dernière, Easy Vista. Philippe vous faisait un petit teasing sur une nouvelle opération qui pourrait être annoncée dans les jours à venir, ce qui signifie qu'Eurazeo PME 4 sera une de nos priorités dans les mois qui viennent. L'objectif serait de pouvoir investir 50% du bilan d'Eurazeo, entre 40 et 50% du bilan d'Eurazeo dans l'ensemble de l'enveloppe Eurazeo PME 4. Et je laisserai Olivier, le moment venu, le jour venu, évoquer ses ambitions et l'enveloppe globale qu'il souhaiterait déployer. Ok, merci. Avec plaisir. Mesdames et messieurs, pour rappel, si vous souhaitez poser une question à l'oral, composez le 01 sur votre clavier téléphonique. Vous pouvez également envoyer vos questions par écrit sur la plateforme web. Nous avons une question de Monsieur David Cerdan de Kepler Chevreux. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un point du communiqué. C'était sur les besoins de support en fonds propres. Donc vous indiquez que c'est autour de 2% de l'actif net réévalué, donc ça fait un peu plus de 100 millions d'euros. Quels sont les montants qui ont déjà été investis? Et deuxième point, quand on regarde la situation d'Europecar, on peut aussi imaginer qu'il y ait des besoins de réinvestissement de la part du principal actionnaire. Est-ce que cette enveloppe de 2% prend en compte des besoins chez Europcar? Merci David pour la question. Alors déjà, qu'est-ce que nous avons investi? Nous avons investi 18 millions dans 2 sociétés du groupe en euros et comme je l'ai dit, nous prévoyons d'investir 50 millions de dollars dans le cadre de la restructuration financière de WorldStripe. Le complément par rapport à ces 2 montants que nous envisageons n'est pas affecté aujourd'hui, c'est plus une réserve, je dirais, que nous gardons en cas de besoin. Donc ça, c'est pour ce qui a déjà été fait. Enfin, sur Europcar, je ne peux pas répondre à cette question. La société
communiqué ses comptes et ses perspectives au marché hier. Je crois que Caroline Parot a annoncé qu'elle n'envisageait pas de besoin à court terme, en tout cas en matière de cash. Vous savez que par ailleurs que Razeo est plutôt dans une optique de sortie de la société, donc nous aviserons le moment venu. D'accord. Donc pour être clair, effectivement, s'il y a des besoins sur Roca, ils ne sont pas dans l'enveloppe. Ils ne sont pas dans l'enveloppe. Ok, d'accord. Et les autres, enfin les besoins qui n'ont pas encore été affectés, ils concernent que la catégorie 4 ou ça peut aussi concerner d'autres actifs? Non, ils peuvent concerner d'autres actifs. En réalité, pour la catégorie 4, alors dans ce chiffre, je n'incluais pas la garantie qu'on avait donnée à l'occasion du PGE d'Europecar que je mets hors périmètre, mais nous n'avons aidé à ce stade que deux sociétés, qu'une société WorldStride. qui est WorldStride. Nous avons l'intention de réinvestir 50 millions dans WorldStride. $. Donc, pas forcément dans la catégorie 4, ça pourrait être juste un besoin d'une recapitalisation légère dans une entreprise qui, pour une raison X ou Y, par des décalages de BFR, de working capital, par exemple, aurait besoin d'un soutien plus ou moins transitoire. Donc, c'est différent, ça peut être de différentes natures. En l'occurrence, donc vous l'avez compris, dans la catégorie 4, il y a 4 actifs, Grape, WorldStride, Europcar et Planet. Planet, Philippe en a parlé, a été très impacté sur l'activité de TVA pour des raisons évidentes, beaucoup moins sur l'activité de Dynamic Currency Conversion et pas du tout ou très peu, beaucoup moins sur l'activité qu'on a acheté, donc le petit shift fort qui s'appelle 3C qu'on va réaliser et closer très vite. Mais le point ici, c'est que Planet était très bien capitalisé et est rentré dans la crise avec une position de force, avec des liquidités au niveau de la société très significatives, qui ne nécessitent pas, compte tenu des hypothèses que nous faisons de reprise, certes lente, mais d'activité sur les 12 prochains mois, d'envisager la nécessité d'un réinvestissement. Ça pourrait être des sociétés dans une catégorie 3. D'ailleurs, quand vous regardez les deux investissements, les deux premiers qui ont été faits, on a fait un investissement dans Nest, et bon, c'était plus pour faciliter la trésorerie de l'entreprise sur une période qui a été un peu chahutée, avec des clients qui payent plus tard, un chiffre d'affaires impacté dans un premier temps, puis qui a repris beaucoup de couleurs, notamment sur nos sociétés B2C, qui ont réussi ce pivot digital que j'évoquais tout à l'heure de manière tout à fait exceptionnelle. Et beaucoup de nos sociétés sont en croissance à fin juin, en forte croissance à fin juin, alors que la moitié de leur distribution a été fermée, leur distribution physique. Donc vous imaginez les impacts en termes de BFR, les impacts disruptifs en termes de BFR. Donc ça peut être ce type de raison qui nous mobiliserait en termes de réinvestissement. S'agissant de Nest, pour apporter juste un complément, c'est assez intéressant parce que c'est une société dont l'essentiel de la distribution a été réalisé au travers de grands distributeurs. La société, bien sûr, a été complètement impactée quand les grands magasins ont fermé, notamment aux États-Unis, mais elle a été capable, pendant la période, de multiplier par 3 ses ventes en ligne, ce qui lui permet quasiment de recoller avec son chiffre d'affaires pré-crise, en dépit de la situation. Et ce qui est évidemment très intéressant, c'est que tout ce développement qui a été fait dans le cadre des ventes en ligne, c'est quelque chose qui est un investissement pour l'avenir pour Nest. L'autre société que nous avons aidée temporairement, puisque Virginie évoquait 2 sociétés, c'est Sommet Éducation, où nous avons apporté un complément de financement dans la période actuelle. D'accord, merci beaucoup. Au niveau des prix des actifs, est-ce que vous avez vu sur les dernières transactions des changements importants sur les valorisations ou peut-être sur d'autres éléments des transactions? On n'a pas de gros changements en termes de multiples. Et comme je le disais tout à l'heure, à l'exception de la catégorie peut-être grosse, vous avez vu que le Nasdaq avait progressé de 14% en year-to-date.
mais on n'a pas complètement pris en compte cette hausse des multiples. Encore une fois, on a essayé d'avoir une approche prudente et on aimerait bien que les progrès de ces sociétés puissent se confirmer dans la durée avant de capturer l'intégralité de ces augmentations. D'accord. Parfait, merci beaucoup. Alors, nous n'avons plus d'autres questions à l'oral. Toutefois, je pense que nous en avons à l'écrit. Quoique, excusez-moi, Monsieur Pierre Bosset de HSBC souhaiterait poser une question. Monsieur, c'est à vous. Oui, bonjour. Juste une petite question de détail. J'ai regardé l'annexe 7 sur la méthodologie de calcul de l'ANR. Ce n'est pas la question sur les multiples, mais sur les agrégats du PNL que vous preniez. Est-ce que vous avez changé la manière dont vous pondérez la dernière année réalisée par rapport au budget de l'année en cours, parce que le budget sur l'année 2020 est fatalement perturbé par ce qui s'est passé au premier semestre. Donc, est-ce que vous avez changé la pondération dans les agrégats du PNL que vous prenez? Voilà, merci. Vous savez qu'on travaille principalement sur la base de données historiques, donc le LTM est pour beaucoup de nos sociétés très impacté par le premier semestre 2020. Et nous avons fait assez peu de retraitements, d'abord conformément aux recommandations et notamment de l'AMF. Nous avons comptabilisé très peu d'exceptionnels dans le groupe, essentiellement le coût du gel ou des masques dans les sociétés pour se protéger de la pandémie. Et il y a deux sociétés pour lesquelles nous avons fait un petit retraitement pour être dans une optique d'EBITDA qu'on peut considérer comme récurrente selon les recommandations de l'IPEV, qui recommande de prendre ce qu'ils appellent des maintainables earnings pour des sociétés qui ont été très temporairement impactées pendant la pandémie, mais qui ont repris depuis et pour lesquelles effectivement il ne nous paraissait pas pertinent de retenir les chiffres bruts du premier semestre. Donc en résumé, peu de corrections, peu d'adaptations dans notre calcul d'ANR. Donc si je comprends bien, c'est-à-dire que le l'ANR à 70 € est quand même largement basé sur des multiples appliqués au last 12 months, c'est ça? Alors, ce qu'on fait dans notre méthodologie, comme on le fait de façon constante, on essaye de garder une certaine constance dans les multiples et on les revalide sur la base des multiples moyens 5 ans. Et donc c'est ce que nous avons appliqué. En revanche, Pierre, vous voyez bien que sur la catégorie 4, on n'est pas parti sur du LTM, on serait pas un write-off complet de Worldstride, un moins 50 sur Planet ou un moins 33 sur les opérations de Grape versus l'immobilier. Donc pour les sociétés, on a 4 catégories d'entreprises, celles qui ont bien tenu, voire très bien tenu, celles qui sont restées stables. Donc celles-ci, vous pouvez considérer qu'effectivement le LTM, qui a été la référence, est le bon agrégat pour continuer à les évaluer avec consistance et méthode et pérennisation des méthodes. En revanche, quand vous rentrez dans les catégories 3 et les catégories 4, nous les avons regardées dans leur current trading extrêmement impacté et nous avons reflété à plein le current trading des 4 sociétés qui composent la catégorie 4, sans prendre en compte d'hypothèses de forward, de next 12 months, et donc sans prendre en compte d'hypothèses de reprise d'activité. Et j'en veux donc pour preuve les résultats eux-mêmes, puisqu'on a pris le soin de communiquer dans le détail, dans le communiqué de presse, pour chacun de ces 4 actifs. Et en ce qui concerne la catégorie 3, certaines entreprises impactées pendant la période du confinement, celles qui étaient ouvertes au public et qui ont été fermées, y compris certaines sociétés de santé qui ne délivraient plus de la même manière parce que les plannings opératoires avaient été repoussés, décalés. Pour ces sociétés de la catégorie 3, il y a un mix entre le LTM et le Next 12 Months, compte tenu de l'anticipation de la reprise d'activité sur l'année. Et j'en profite, puisqu'on est sur un plan de méthodologie, simplement pour rappeler que nous faisons appel à 2 évaluateurs indépendants qui font leur propre travail d'évaluation en stricte conformité avec les normes IPEV et que nos propres valorisations sont bien sûr
pour toutes nos sociétés en cohérence par rapport aux résultats de ces évaluateurs. Ok, merci. Merci Pierre. Alors, on avait des questions écrites, semble-t-il. Alors, on a une question écrite de Alexandre Gérard de CIC qui pose la première question qui est quel était le taux moyen de commission que nous avions l'année dernière à la même période. Je crois qu'on a annoncé 1,4% au premier semestre 2020. Et deuxième question, savoir si nous avons une guidance de management fees et de FRE pour l'année complète 2020. Alors, sur la première question, en réalité, vous avez très peu de déformation du mix et certainement pas sur juste un semestre. Donc, quand on communique le taux de commission, on l'avait déjà communiqué à plusieurs reprises par le passé, à différents Investor Day notamment. Donc, vous pouvez considérer que le taux de commission reste stable aux alentours de 1,4. Il n'évolue en fait que fondamentalement par le mix. Donc, vous savez que les gestions, les levées de fonds en private equity, que ça soit growth, PME, capital, venture, génèrent des fees entre 1,85 et 2 en moyenne. Les levées de fonds, au contraire, en dette, génèrent plutôt des fees autour de 1%. Et qui d'ailleurs sont calculés non pas sur les commitments, mais sur les engagements. Donc voilà pour une de vos deux questions. Et en ce qui concerne la deuxième, vous ne serez pas surpris qu'on ne vous donne pas de guidance. Je pense que j'ai été déjà assez spécifique sur les ambitions de levée de fonds sur l'année 2020, compte tenu des commentaires que j'ai fait tout à l'heure par rapport à 2019. Je ne me risquerai pas à aller beaucoup plus loin dans les guidance, que vous comprendrez aisément. Est-ce qu'il y a d'autres questions écrites? Il n'y a pas d'autres questions écrites pour le moment. Une question, excusez-moi, de Christophe Grelich de Berenberg qui voulait savoir à quelle valorisation nous avions cédé une partie de notre participation dans DORC au fonds China Acceleration Fund. Alors, nos accords avec nos partenaires dans le China Acceleration Fund font que les cessions de nos actifs sont faites sur la base de l'actif net réévalué. Donc, au cas de DORC, qui est un investissement récent, nous sommes restés at cost. Et dans ce cas-là, nous prenons en compte en plus un coût de portage qui est de 4% par an sur ces actifs. Donc cette syndication, parce que ce n'est pas une cession complète, hein, c'est juste une prise de participation aux côtés de Raseo, c'est faite dans ces conditions qui sont encore une fois les conditions convenues. On avait une question de Mathia Gergolet de Goldman Sachs qui voulait savoir dans la partie real estate quelle était notre exposition aux différents types de real estate, que ce soit commercial, retail ou bureau. Puisque Renaud Abercorn est avec nous, je vais lui passer la parole sur cette question de Goldman. Nous n'avons pas d'exposition au retail. Nous avons une exposition assez limitée au bureau avec notamment un actif à Londres, Houston House, et un actif en construction à Paris, Highlight, qui doivent représenter en termes de NAV quelque chose comme 5%, je pense, peut-être plus, plutôt une quinzaine de pourcents de la valeur du portefeuille. Et le reste sont principalement des cliniques, des hôtels, des centrales solaires et une exposition à des programmes résidentiels en construction à travers Emerige et Daseo. Y a-t-il d'autres questions? Alors, pas d'autres questions à l'oral pour le moment. Il y a une question d'Alexandre Casas. Comment expliquons-nous la décote sur l'ANR?
c'est assez difficile d'expliquer ce creusement de la décote d'ANR. Effectivement, notre décote sur ANR s'est progressivement réduite au fil du temps au cours des dernières années. À fin 2019, la décote moyenne sur 3 ans pour éliminer les effets de volatilité était de l'ordre de 12%. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes revenus à 36%. Je pense qu'il y avait probablement une anticipation d'une situation liée à la crise plus dégradée que celle que nous avons constatée du fait de la résilience de notre portefeuille. Donc je pense que c'était probablement une anomalie de marché. Je crois que ce qui est fondamental dans l'analyse de la valeur boursière versus l'actif net réévalué que nous publions, c'est aussi sa composition. Je le disais en propos introductif, mais je vais revenir sur cette analyse ou cette analyse transverse. Vous avez 1 milliard d'Euraseo Growth qui est en forte croissance et qu'on a réévalué de manière prudente malgré une explosion des index et des valeurs technologiques aussi bien publiques que privées. Vous avez 1 milliard de valeurs en gestion d'actifs, là aussi en croissance, vous l'avez vu, 18% de croissance sur le premier semestre, plus de 20% sur plusieurs années, des perspectives de fundraising qui sont très bonnes et qui restent très bonnes malgré l'environnement pour l'année 2020, donc de la confiance dans la capacité de continuer nos développements en gestion d'actifs, 1 milliard qui sont maintenus stables dans l'actif net réévalué alors que les multiples de référence, les asset managers, les transactions que nous voyons sont en augmentation très sensible. Donc là encore beaucoup de prudence sur le deuxième actif qui compose notre ANR qui est en forte croissance. Ensuite, vous avez 3 métiers qui sont restés relativement stables en termes de valeur. Je l'évoquais tout à l'heure. Patrimoine. Renaud, à l'instant, faisait la synthèse des grands métiers qui sont les siens. Et là aussi, la diversification a très bien joué. Euraseo Patrimoine, plus de 700 millions d'euros de valeur dans l'actif net réévalué. Euraseo Brands, qui s'est très bien maintenu malgré une exposition retail grâce à 2 choses. Le pivot digital que j'ai évoqué tout à l'heure, mais aussi les structures d'investissement qui sont les nôtres avec des systèmes qui nous protègent, ce qu'on appelle des preferred shares ou des convertibles. C'est 200 millions d'euros aujourd'hui qu'on a maintenu à la valeur de décembre. Et puis, des activités qui ont été plus impactées, et notamment par les quelques actifs tourisme et travel que nous avons presque mis à zéro, ou en tout cas à valeur zéro pour les actifs ou les métiers les plus impactés dans ces entreprises. Donc si vous considérez qu'on a fait un reset complet sur tourisme et travel, extrêmement prudent, avec une vision d'aujourd'hui, pas une vision d'hier et pas non plus une vision de demain, vous avez aujourd'hui chez un Euraseo Capital à moins 24 ou un Euraseo PME à moins 13, réalisé le reset et mis le reset derrière vous dans les actifs tourisme et travel, et vous bénéficierez en tant qu'investisseur dans le stock d'Euraseo de la croissance des actifs qui, eux, n'ont pas été impactés et du rebound dans les années à venir d'actifs qui ne représentent que 10% de l'ANR aujourd'hui, bien sûr parce que on les a réduits très sensiblement avec une approche très prudente, mais tout à fait normale de mon point de vue dans l'ANR et dans les comptes, vous l'avez vu, mais donc une capacité de rebond très significative. Quand vous pensez que 90% des sociétés qui composent l'ANR au 30 juin ont d'ores et déjà recouvré plus de 100%, 101% de leur activité équivalente du mois de juin 2019, c'est vous dire la capacité de reprise et d'accélération sur les mois à venir. C'est vrai qu'au regard de cette analyse, qui est une analyse métier, mais une analyse aussi business et prudence de l'ANR, il n'y a aucune raison que le cours de bourse présente une décote aussi significative sur l'actif net réévalué que nous publions aujourd'hui, extrêmement prudent, et qui a fait un reset complet de l'ensemble de nos actifs tourisme et travel. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Je regarde Pierre. Merci infiniment d'avoir été là à nos côtés, de vos questions. Et à très bientôt. Passez un très bel été. Encore une semaine. Au revoir. Mesdames et messieurs, la conférence est maintenant terminée. Merci à tous de votre participation. Vous pouvez à présent vous déconnecter.